Bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Donc je suis Alex et je travaille à Colère du Présent. Aujourd'hui, je rencontre virtuellement Adèle Tincelin, qui est l'auteur du livre On n'a que de vie, journal d'un transboy. Normalement, sur le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras, sous un chapiteau, il était censé y avoir un débat. Donc entre Adèle, l'auteur, et entre des associations trans, donc afin d'échanger à propos de littérature, de lutte LGBTI et en particulier de lutte trans. Donc aujourd'hui, on a quand même souhaité avec Adèle se rencontrer à 400 km de distance, de partager un café et de pouvoir discuter des questions trans, de la question de l'avant et de l'après-transition et de comment ça fait sens pour nous. Bonjour Alex, ici c'est Adèle. Tu n'es pas tout à fait en face de moi, mais je me suis installée un peu comme si tu l'étais. Après 10 jours de jeûne et de diète, je me suis même fait un café et j'ai fumé une clope. Euh, je sais pas, pour m'installer un peu dans cet entretien, t'imaginer en face de moi et me préparer à répondre à tes propositions et tes invitations. Et je suis très content à l'idée de ce moment, à la fois ensemble et pas ensemble. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu étrange ce type d'interview, mais bon, la situation nous force à nous réinventer, donc allons-y. Donc nous sommes tous les deux réunis virtuellement ce jour pour échanger à propos de ton livre On n'a que de vie, journal d'un transboy, qui est publié aux éditions Cambourakis. Est-ce que tu peux nous le présenter? Mon acte de vie est sorti il y a un an maintenant, presque jour pour jour, puisque c'est sorti début mai euh, dans la collection Sorcière. Je me sens toujours très proche de ce livre qui m'a beaucoup accompagnée cette année parce que je l'ai présenté dans divers endroits. Ça a été l'occasion à chaque fois de très belles rencontres, de très jolis échanges qui m'ont beaucoup enrichi, qui m'ont permis d'avancer, de cheminer avec cette écriture et puis la dimension aussi politique, activiste, j'ai envie de dire, de ce livre. Et en même temps, il s'est passé tellement de choses cette année que je m'en sens aussi un petit peu éloignée, surtout en ce moment, euh, avec la situation du confinement, dont je ne peux pas faire complètement abstraction non plus. Donc c'est avec tout ça que j'arrive dans ce moment de discussion avec toi. Ce livre, il a commencé à s'écrire à partir d'un journal intime, voilà, que j'avais rédigé à partir du moment où le genre s'était déconstruit en moi, presque de lui-même, j'ai envie de dire. Euh, et donc je suis repartie de ces notes, et suite à un atelier d'écriture qui m'a profondément touchée, qui m'a accompagnée dans ce retour aux mots, dans retrouver une confiance dans le fait que j'étais capable d'écrire, de partager, de m'adresser à d'autres. C'était en 2017 et ça a formé petit à petit un vrai faux journal. Je pense que l'élan premier pour moi, il était vraiment dans l'élan intérieur que j'avais à retrouver ma parole. Le grand bouleversement initial, je crois pour moi, ça a été dans le fait de retrouver les mots, de retrouver ma capacité à parler, à m'exprimer de façon très concrète dans le réel, au quotidien, et aussi accessoirement ma capacité à écrire. En comprenant qui j'étais, je me suis aperçue que je pouvais me reconnecter à ce que j'avais à exprimer, à ce que j'avais à dire, que je retrouvais un ancrage. Un des fils de ce livre, c'est ça aussi, c'est ce retour, cette retrouvaille avec les mots, avec un livre qui commence avec des mots un petit peu heurtés, qui ont du mal à sortir, des entrées de journal assez courtes. Et puis petit à petit, quelque chose qui se fluidifie jusqu'à, il me semble, voilà, une aisance retrouvée intérieure, une fluidité et une forme de créativité voilà, qui se déploie petit à petit au cours de ce livre.
Et puis bien sûr, il y avait l'envie de partager cette sorte de sidération dans laquelle je me trouvais face à cette découverte-là en moi, que le genre était une construction sociale qui m'avait été imposée, que l'assignation au féminin était quelque chose qui m'était venu de l'extérieur, qui m'avait opprimée à plein d'endroits, empêché beaucoup. Et je crois que j'avais évidemment besoin aussi de partager de cette expérience qui était neuve pour moi, puisque je débarquais d'un coup, du coup, dans cet univers-là, des questions de genre, de sexualité. J'entrais de plein pied d'un coup dans le monde queer, dans le monde transpédéguine, dans un féminisme extrêmement articulé, extrêmement travaillé, qui m'a beaucoup appris, que j'ai pu m'approprier petit à petit. Voilà, il existe un nombre de récits extrêmement limité de nos expériences de vie, très très peu de modèles sur lesquels se construire, sur lesquels, grâce auxquels rêver, imaginer, se projeter. Venant de l'univers cisgenre et hétéra, je crois que j'avais à cœur quelque part par cet écrit aussi de faire un sorte de pont entre ces univers, de m'adresser aussi en tout cas à, à, aux personnes cisgenres et d'avoir une attention particulière aussi hors de cet univers-là à ces lectrices potentielles. Voilà, je sais pas si je pourrais dire que j'avais un objectif par rapport à cet ouvrage en l'écrivant. Ça s'est fait très vite et de façon assez impulsive, mais j'avais pas d'objectif par rapport à la question identitaire et transidentitaire. Je crois que pour moi, ce qui était le plus singulier dans mon expérience et qui donc vaut pour moi, c'était ce choc, cette bascule d'un coup, de passer d'un monde d'hétéra, cisgenre, parent d'une enfant de 5 ans à cette époque-là, où je sortais quelque part tout juste de cette métamorphose qui avait constitué la grossesse et puis d'accompagner une petite personne dans la vie et, euh, et donc je me suis perdue. Je crois que c'est ça, oui, le choc d'un coup de basculer de cet univers-là où je sentais bien que quelque chose ne fonctionnait pas comme, comme j'aurais aimé, comme il fallait, que j'arrivais pas à pointer. Et d'un coup, voilà, de comprendre ça et cet univers-là qui s'ouvre à moi. Et donc, je crois que c'était vraiment un moment très singulier de ma vie où, quelque part, j'avais encore un pied dans le monde cisgenre hétéronormé et l'autre qui plongeait dans un univers beaucoup plus déconstruit en termes de genre, de normes. Et, euh, et je crois que ce livre, il a émergé de ce moment de vie-là très très singulier pour moi. Le titre de ton livre, donc On n'a que de vie, journal d'un transboy, interroge sur le moment de la transition particulièrement. Est-ce que tu es à l'aise de nous raconter comment ça s'est passé pour toi et comment tu fais la distinction entre ce qui va rester intime et ce que tu acceptes de raconter? C'est toujours, ça a toujours été un exercice délicat toute cette année de partager à la fois sur ce livre et à la fois sur moi et de trouver la juste mesure entre ce qui concerne tout le monde, on va dire, ou ce que j'ai envie d'adresser aux autres, et puis ce qui reste de mon intimité et puis de mon expérience personnelle. Et voilà. C'est vrai que le principe de ce livre, c'est que je crois d'avoir été chercher le plus intime de ma vie afin de rejoindre des questions politiques communes, faire ce pari d'aller dans les endroits les plus intimes
autour des questions de genre, de sexualité, d'éprouver, de sensations, d'émotions, c'était une manière très politique de partager sur ces questions et de s'interroger sur ces questions. Donc je suis toujours un petit peu partagée sur un récit autre que celui-là de ce qui s'est passé pour moi et de ce que j'aurais à rajouter à ce qui est déjà dit dans le texte. Je crois que toutes les expériences de transition de genre, de prise de conscience autour du genre sont singulières, que chacun, chacune a des parcours plus ou moins chaotiques, plus ou moins difficiles, plus ou moins lumineux. Je crois que peut-être aujourd'hui, ce qui me frappe en tout cas, ce que j'aimerais partager, c'est d'une part le côté évidemment non linéaire. Je crois qu'il y a eu ça beaucoup dans ma vie, cette non-linéarité des choses, cette longue recherche de qui je suis et de pourquoi ça ne fonctionne pas tout à fait pour moi. J'ai donc mis beaucoup de temps à prendre conscience que la question du genre n'était pas une question qui allait de soi, puisque c'est qu'à 41 ans, encore une fois, que j'ai pris conscience du fait que j'étais pas une fille et que j'avais vécu toutes ces années sous contrainte, quelque part. Voilà. Et je suis sortie de ce choc dans les mois et peut-être l'année qui a suivi. Je restais accrochée à une vision assez binaire de la situation, même si je sentais bien que c'était pas tout à fait juste. Mais je crois que j'ai plongé en tout cas dans une vision assez binaire des choses, parce que j'ai eu besoin de me désassigner en fait. Je pense que moi, la question de la transition, c'était pas tant de transitionner vers du masculin, d'accéder à un idéal masculin, que de me défaire de ce qui en moi était assigné socialement au féminin. Et c'est comme ça petit à petit a émergé cette sensation que pour moi la question n'était pas tant d'atteindre à une masculinité virile, mais de m'inscrire dans une non-binarité qui faisait sens pour moi et où aujourd'hui je circule au quotidien dans ces espaces-là entre et avec du féminin, du masculin et toute la panoplie de ce qu'il peut y avoir entre ces deux pôles-là. Je crois que l'autre chose qui émerge fort aussi pour moi aujourd'hui, quand tu me poses cette question, c'est après donc 6 années de navigation et de vécu auprès de cette communauté nouvelle, je crois que c'est aussi la question des privilèges quelque part. Je ne sais pas comment le dire de façon plus subtile, mais j'ai envie de dire que à la fois ça a été un choc et quelque chose d'assez complexe à vivre, et qu'en même temps j'avais cette assise d'avoir 40 ans, d'avoir une situation qui me permettait de vivre ça à ma manière, on va dire, et que ça j'en suis assez reconnaissant et conscient. Et que c'est pas toujours le cas. Les choses ont été très rapides pour moi. J'ai pu mettre les choses en œuvre de manière très rapide et me retrouver sur mes pattes, on va dire, assez rapidement. Et je suis conscient de cette dimension-là. Après, et ça paraîtra peut-être contradictoire avec ce que je viens de dire, mais j'ai conscience aussi qu'à l'époque déjà, et aujourd'hui plus encore, je me suis inscrite dans des espaces qui permettaient ça,
qui permettaient une transition. Donc à la fois des espaces privilégiés culturellement, on va dire, et en même temps des espaces voilà, d'activisme, artistique, voilà, qui vont passant une assez grande précarité. Et qui a eu tendance ces dernières années à augmenter d'année en année. Donc je ne suis pas naïf non plus sur le fait que si à 47 ans, je suis en ce moment sans maison à moi, avec très peu de ressources et au sein d'un milieu qui est riche de ces partages, de ces maisons ouvertes et de ces repas partagés. J'ai perdu le début de ma phrase, mais que sans cette communauté-là, ça serait sans doute très difficile. Donc voilà, j'ai fait ce choix aussi d'aller dans des espaces qui politiquement et humainement et culturellement sont riches voilà, de ces possibles-là. Est-ce que tu considères que le moment de transition de genre soit le passage d'une première vie à la deuxième? Et si oui, comment tu articules ces deux parties de ta vie qui sont peut-être deux vies différentes et qui sont forcément quand même liées par ton existence? Donc oui, c'est évident que pour moi, il y a eu un avant et un après, que ça a été une rupture très forte dans ma vie. C'est parfois difficile pour moi de me relier à l'avant, transition, à la personne que j'étais, à l'éprouvé de vie que j'étais. J'ai vraiment eu la sensation d'une renaissance totale. Je me suis sentie avec cette prise de conscience en 2014, je me suis vraiment sentie nue, mais comme jamais dans ma vie. Voilà, comme quelque chose qui redémarrait et qui était ouvert à tous les possibles. Et suite à ça, il y a eu plusieurs étapes, plusieurs prises de conscience majeures, dont des prises de conscience politiques, une prise de conscience spirituelle, des rencontres de diverses communautés. Et donc aujourd'hui, seulement 6 ans après, c'est vrai que je reste en lien avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur avec cette personne que j'étais, mais aussi parfois avec un peu de sidération et d'étonnement de tout le chemin et la distance parcourue en si peu de temps. Euh, Ce temps-là, il a été aussi extrêmement réparateur, évidemment. Ça fait 6 ans voilà, que je peux regrandir, repousser, me redéployer, revivre. Et, et tout, à partir de là, enfin, ça n'a plus rien à voir. Je suis à la fois la même personne et une personne radicalement différente. Voilà, il y a 6 ans, j'aurais sans doute pas pu répondre comme ça à toutes ces questions de manière articulée, sereine, joyeuse. Euh, donc c'est vraiment deux moments de vie différents et, et qui me, comment dire, je pense que cette expérience-là, en tout cas, elle m'a apporté cette foi dans le fait que tout pouvait toujours se transformer radicalement. Et en se transformant, de devenir plus joyeux, plus riche, plus juste. Mais j'aimerais préciser, et c'est une chose importante pour moi, que dans ce parcours de vie qui est le mien, j'ai envie de dire que la transition, le déconditionnement, il a d'abord passé par ce choc du genre, mais que j'ai l'impression que c'est ma porte d'entrée à moi et et que ça aurait pu être autre chose. Voilà, en tout cas que dans nos parcours et dans ce qui se passe en ce moment, dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des formes de déconditionnement assez massives et que parfois ça peut passer par le genre, parfois ça peut passer par d'autres questionnements. Et
et voilà, c'était ma porte d'entrée à moi vers tout un ensemble de transitions euh, intérieures fondamentales. Qu'est-ce que tu garderais de ta première vie? C'est-à-dire la période où tu as été vue comme une femme par la société, que ce soit individuellement et à la fois politiquement. C'est une question difficile, puisque comme je disais précédemment, bah, il y a quelque chose en moi qui est à la fois en lien avec cette période et puis très à distance en fait de ce vécu. Et que je pense là aussi, comme pour le reste, que je ne peux pas tirer de conclusion générale hein, là-dessus. Euh, je crois que je garde un grand sentiment d'empêchement pendant toutes ces années. Le sentiment d'avoir été empêché de faire ce que j'avais à faire. Pardon. Le sentiment de pas pouvoir être à l'endroit où j'avais à être, d'être contraint dans la société, d'être contraint par moi-même, d'avoir intégré et intériorisé tous ces empêchements. Je peux prendre l'exemple du monde de l'art où j'ai voilà, navigué pendant une quinzaine d'années, on va dire, de 2000 à 2015, et où jamais j'ai réussi à m'installer dans un endroit qui aurait pu être un socle confortable, où j'aurais pu trouver les moyens, les pleins moyens de faire ce que j'avais à faire. Donc je pense qu'il y avait quelque chose voilà, d'une expérience, de cette expérience-là, de l'assignation, de la marge, de l'impossibilité à s'exprimer euh, en tant que personne assignée au féminin. Et en même temps, il y a aussi toute la dimension personnelle que je ne peux pas démêler de toute cette expérience politique et sociale-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où intérieurement j'ai pu me sentir à mon endroit, où j'ai pu m'exprimer, où j'ai pu retrouver le médium qui est mon médium favori, chéri, qui est l'écriture, bah, les choses se sont fluidifiées et l'histoire de ce livre, à cet égard, est assez symbolique puisque bah, tout d'un coup, voilà, en quelques mois, ce livre s'écrit. Je suis en lien avec Isabelle Cambourakis. Il s'édite là de manière comme évidente. Il est publié dans l'année qui suit et il se met à circuler et à faire sa petite vie de livre et à travailler joliment sa vie de livre et tout ça s'est fait dans voilà, une sorte de mouvement organique qui est aussi dû voilà, au fait que bah, d'un coup je me retrouvais à mon endroit et au juste endroit. Donc c'est un sorte de mélange voilà, indissociable de force intérieure retrouvée et puis d'oppression systémique, on va dire. Je dirais que s'il y a une chose qui fait le lien entre l'avant et l'après pour moi, c'est sans doute ma fille. Voilà, sa présence dans ma vie, l'expérience incroyable que représente encore le fait d'accompagner cette petite personne dans la vie et auprès de moi. Et donc je pense que ça c'est peut-être le seul lien concret, réel, continu entre l'avant et l'après. Comme si je m'étais promis à moi ou que je m'étais reconnectée en moi à la personne qui a toujours voulu comprendre, la personne qui en moi a toujours voulu la liberté, la justice, la personne qui a toujours voulu avancer intérieurement et extérieurement. Donc je crois que c'est dans je crois que le lien il se fait dans un sorte de pacte, j'ai envie de dire intérieur, de confiance dans le fait que toutes les transformations, elles sont vers du mieux, vers
mieux c'est peut-être pas le mot, mais vers du plus ouvert, vers du plus libre, vers du plus fluide, et en accord avec mes valeurs humaines fondamentales. Et je crois qu'il y a eu ça, une sorte de pacte avec l'enfant en moi, voilà, l'enfant qui voulait écrire, l'enfant qui voulait aimer, l'enfant qui voulait être libre. Et je crois que j'ai pu dépasser, on va dire, où je suis encore en train de dépasser cette sensation d'avoir perdu beaucoup de temps, d'avoir été très empêché, d'avoir vécu beaucoup d'années ouais, un peu étranges, suspendues, en lutte, marginalisées, je ne sais pas trop comment les qualifier. Euh, que toutes ces années-là, et ben voilà, c'était en attente d'autre chose, et c'est comme ça que j'accepte aujourd'hui la richesse aussi de ces années, en essayant de ne pas rejeter tout ça en bloc, et d'accepter ce chemin qui a été le mien, au nom justement cette beauté-là, de se trouver enfin, et de la grande, j'ai envie de dire, la grande connaissance aussi que ça donne de nous-mêmes, la grande conscience qu'on a de nous-mêmes, la grande force que ça nous donne dans toutes ces difficultés qui sont les nôtres, ou en tout cas les miennes. Voilà. Donc, je crois que c'est grâce à cette foi-là, en fait, peut-être que j'ai pu faire le lien, et rester ancré dans l'idée que c'était juste, et que c'était pas et que ma vie n'était pas du temps perdu, que ma première vie n'était pas du temps perdu. Ce que tu dis ici sur la question du lien entre ta vie d'avant et ta vie après la transition, ça m'évoque un petit peu des questionnements que j'ai aussi personnellement sur un peu la frontière entre transition individuelle, interne, et transition politique visible aux yeux du monde, et aussi dans un truc de militer et de faire valoir nos existences au même titre que les existences des personnes cisgenres. Et du coup, j'aurais bien aimé savoir comment tu trouvais ton compte et comment tu trouvais l'équilibre un petit peu entre une lutte collective politique et cette question de l'individu, de l'intimité, de ce que ça fait dans la vie de manière très profonde de transitionner. Pour moi, ces deux dimensions, elles ont très vite été indissociables. Bon, je pense d'abord parce que ma vie est politique quelque part, même avant, même pendant ma vie d'hétéra et hétéro-normée. Il y avait cette dimension politique déjà à l'œuvre, bien sûr, même si elle n'était pas articulée du tout de la même manière. Mais c'était déjà une dimension fondamentale. Euh, la transition, évidemment, elle m'a emporté dans des choses très profondes, personnelles, intimes, individuelles. Mais les deux dimensions intimes et politiques ont été constamment liées, et la question politique a pris de plus en plus de place à mesure que je reprenais des forces. Donc la dimension politique, elle a pris différents aspects. Comme je disais, il y a eu cet apprentissage politique, féministe, qui a été très riche. Il y a eu il y a le soutien communautaire et les liens communautaires. Je crois qu'aujourd'hui, et dans le contexte qui est le nôtre ou qui est le mien, je crois que ce qui domine, c'est cette sensation que la transition de genre, elle m'a vraiment ouvert, que ça a été une première étape vers les transitions, ou la transition avec un grand T, je ne sais pas, générale. C'est-à-dire que j'ai cette impression d'avoir la chance quelque part, le privilège d'avoir été contraint à une transition profonde qui m'a détaché quelque part d'une sorte d'illusion identitaire, pour me plonger
voilà, dans une forme de métamorphose intérieure plus générale euh, qui m'accompagne depuis 6 ans et qui me permet de m'ouvrir à ce qui vient, au changement en cours, à cette conviction qu'on est en train d'aller vers un monde différent, un monde où les consciences humaines sont et seront différentes et où on a tous et toutes à nous déconditionner et à prendre conscience profondément de toutes de tout ce dont on est construit. Et, et donc en ça, c'est voilà, j'ai vraiment une grande gratitude de moi à moi pour ce que j'ai vécu, euh, que j'attendais pas encore une fois et qui, si ça a été dur à vivre au début, a toujours été joyeux quelque part. Et voilà, pour moi, je crois que la transition et ce qui a suivi, ça m'a mis à cet endroit à la fois du politique et du spirituel et du lien à la terre, j'ai envie de dire, qui me permet de me sentir vraiment au juste endroit et en accord avec ce qui est en train de se passer, à la fois voilà, en accord. Je veux dire que je suis pas forcément d'accord avec la manière dont les choses se passent, hein, mais en accord ancré dans mes luttes intérieures, collectives, et voilà, persuadé que le fait d'être non binaire, et ben c'est une expérience de vie qui permet d'en accompagner d'autres et d'avoir une grande conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et justement, quand tu parles de transitionner, et notamment du fait d'être non-binaire, qui permettent d'avoir une conscience et une vision politique de ce qui se passe actuellement dans le monde entier, on peut aussi se poser la question des violences sexistes, patriarcales, et du coup de la question de l'imbrication entre la transidentité et le féminisme. Comment tu situes ta transition dans une perspective féministe et comment tu articules Bah, la transition, elle m'a vraiment projetée dans le monde transpédéguine, dans le monde, dans l'univers féministe, dans les espaces où effectivement les luttes trans et les luttes féministes sont extrêmement liées. Donc comme je disais tout à l'heure, je crois que cette communauté, elle a fait mon éducation très très rapidement. Je pense que je vivais ces questions-là avant, mais de façon différente, plus confuse, à travers d'autres filtres. L'expérience que j'ai faite, en tant que personne non binaire et avec à l'époque un partenaire également non binaire, de me retrouver dans une situation où d'un coup, je ne pouvais juste plus me définir avec les mots et avec la vision qui était là avant, puisque d'un coup, je pouvais. J'étais plus hétéra, mais j'étais pas non plus lesbienne, j'étais pas non plus pédé, j'étais pas un mec, j'étais pas une meuf. Et ça, le fait de l'éprouver vraiment au fond de moi-même, ça a été une grande révélation. Et ça a complètement changé ma lecture effectivement de ce qu'était le féminisme et m'a permis une lecture plus juste, plus précise voilà, des termes, des enjeux et de comment tout ça pouvait s'articuler. Je crois qu'à partir de là, il y a une sorte d'évidence aussi, d'un coup, une sorte comme si d'un coup un voile avait été levé qui me permettait de voir avec une sorte d'évidence les dysfonctionnements et les enjeux fondamentaux de cette question, enfin voilà, des enjeux féministes. Et ça a été très, voilà, très salvateur pour moi. Et puis ça a permis de m'ancrer aussi à un endroit.
Après, c'est un processus en cours, c'est pas, voilà, c'est pas juste un acquis, c'est une question qui se pose et qui se repose. On l'a vu cet hiver avec beaucoup de débats, plus ou moins publics, autour des questions de transmisogynie dans l'espace public et au sein des milieux féministes. C'est-à-dire que voilà, il y a des articulations quand même qui sont difficiles à faire parfois pour certaines personnes. Et, euh, et j'ai pu faire l'expérience aussi dans ma vie cette année que au sein même de nos communautés, la question de la misogynie intégrée et de notre propre transmisogynie était à interroger. Je pense que la question du féminisme, voilà, elle est complexe et puis c'est un conditionnement profond. Et ça a été une grande leçon pour moi de comprendre que, alors même que j'ai pu souffrir du sexisme pendant 40 ans, de prendre conscience que je pouvais moi aussi, par diverses manières, être vecteur de certaines formes de sexisme au sein de nos communautés. Donc c'est aussi un travail en cours et des luttes à beaucoup de dimensions. Alors pendant qu'on est dans la question des luttes, j'aurais voulu savoir s'il y avait des enjeux dans les luttes trans qui te sont particulièrement précieux, qui résonnent particulièrement pour toi, et si très concrètement pour l'après, tu revendiquais des choses en termes de militantisme LGBTI et en termes de féminisme. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a deux dimensions dans les luttes qui me sont le plus chères. Il y a cette question de la non-binarité et de sa visibilité, euh, qui est quand même secondaire par rapport à la visibilité des questions trans. Donc je crois que j'aimerais bien, je ne sais pas trop de quelle manière, mais ma vie n'étant pas, comment dire, le cœur de ma vie n'étant pas le militantisme, mais je crois que j'ai à cœur de plus en plus dans ma vie d'incarner cette non-binarité-là, de la revendiquer dans toute sa richesse et sa complexité, et dans tout ce qu'elle apporte de déraillement, de déroutement des questions de genre. Euh, donc je crois qu'il y a cette dimension-là. L'autre, c'est celle que j'évoquais un petit peu dans ma réponse précédente, c'est la question de la transmisogynie, c'est-à-dire que j'ai eu la chance cette année de travailler, de faciliter des espaces au sein desquels les communautés transmeufs et transmecs, on va dire, pour faire des grosses cases, ont eu l'occasion de se rencontrer ou de ne pas se rencontrer. Et je crois que ça m'a beaucoup touchée de m'apercevoir que c'était difficile de se rencontrer, qu'il y avait beaucoup de préjugés, des cultures très différentes, des grandes exigences et des grandes souffrances, et qu'il y avait beaucoup de travail à faire pour qu'on arrive à se rencontrer, je dirais, je vais le dire comme ça, j'espère que c'est juste, que comment la communauté assez construite des féministes transpédéguines parviennent à accueillir avec plus de justesse les personnes transféminines, je dirais ça. Personnes qui sont très isolées, qui n'ont pas le réseau politique, humain, communautaire que les transmecs ont la chance d'avoir, et qui sont qui souffrent de beaucoup qui sont très isolés, qui souffrent de beaucoup d'exclusion au sein des milieux qui pourraient être les leurs.
Et je crois que ça, c'est vraiment une question qui me touche beaucoup. Voilà, de comment on fait ce pont-là, comment on se comprend, comment on s'allie, comment voilà, on réfléchit et on lutte ensemble. Ça m'évoque une question par rapport au lien entre lutte et écriture de récits de vie. Je me demande si, selon toi, la lecture de récits de vie trans pourrait éventuellement aider des personnes en transition et en questionnement. Est-ce qu'en écrivant, tu t'es demandé si ça allait aider potentiellement des personnes trans ou en questionnement? Et penses-tu aussi que la lecture de récits de vie trans puisse aider politiquement les personnes cisgenres, donc qui ne sont pas trans, à mieux comprendre et accepter les personnes trans? Je pense que cette question-là, elle est centrale, elle est incroyablement fondamentale et complètement invisible. Enfin, c'est incroyable je ne sais pas si les personnes cisgenres peuvent s'imaginer ce que signifie de grandir, d'avancer dans la vie sans aucune représentation, sans aucun élément de projection. Euh, pour ma part, j'ai fait cette expérience-là de ne même pas avoir les mots, de même pas avoir l'idée de pouvoir être qui j'étais. Et donc de passer à côté de moi-même pendant 40 ans de ma vie. Pendant 40 ans, je n'ai pas su que je pouvais être qui je pouvais être, qui j'étais. Voilà, parce que transgenre, parce que non-binaire, parce que ça n'existait pas, ça n'était pas. Ça reste quelque chose pour moi d'inimaginable, cette expérience-là, de, ça puisse être possible de passer à côté de soi si longtemps. Je reste assez sidérée de cette expérience de vie. Et pour moi, c'est évident. C'est évident que l'absence de récit, que l'absence de représentants, représentantes, que l'absence d'images, est une des raisons de ce vécu-là. Voilà, moi je suis née en 73, dans un milieu où ça n'existe pas, enfin ça n'est pas là, voilà, je n'existe pas en fait. Et donc pour moi c'est fondamental, c'est-à-dire que avoir des récits, et j'ai envie de dire quels qu'ils soient, euh, voilà, des brochures, des livres publiés, des traductions, des récits audio, enfin tout, on a besoin de tout ce qui est là, des images, je me souviens passer voilà, des heures en 2014 sur YouTube juste pour juste voir d'autres personnes comme moi et me sentir sidérée et avoir besoin de voir et revoir et revoir ces vidéos pour me nourrir cette soif incroyable de modèles, voilà, de récits de vie parallèles, voilà, qui fassent écho à ce que j'éprouve. Donc je pense que c'est fondamental et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il me tenait vraiment à cœur que ce livre il soit publié dans une belle collection, dans une belle édition, diffusée par un grand éditeur enfin un grand diffuseur, et que ce livre puisse potentiellement se retrouver sur toutes les tables de librairie. Je pense qu'il y avait, comme photographe, j'ai pas mal pratiqué l'auto-édition qui, à sa manière, peut très bien fonctionner aussi. Et je comprends des choix éditoriaux comme l'édition du livre de Leslie Feinberg et les volontés de Leslie Feinberg, cette auteurice trans, de ne pas vouloir rentrer dans le système commercial. Mais là, il y avait ce sous-choix stratégique, ponctuel. Je ne sais pas ce qu'il adviendra des prochains textes, mais en tout cas, ponctuellement, j'avais vraiment cette envie que ce texte il soit visible, voilà, il soit là, il soit comme les autres, il ait sa place dans les rayons et qu'il puisse être facilement accessible par tous et toutes, cisgenres comme transgenres. Donc je pense que voilà,
D'abord pour nous, évidemment, j'ai envie de dire ça. Et puis oui, bien sûr, ensuite, et ben voilà, les personnes cisgenres, ben, elles ont leur taf à faire, elles ont leur boulot à faire et les choses à déconstruire. Et tant mieux si nos récits peuvent les aider à avancer là-dessus. J'ai envie de dire que c'est un second temps pour moi et que si, comme je disais, ce livre il s'adressait aussi à la part en moi cisgenre qui avait encore un pied dans l'univers hétéronormé, je pense qu'aujourd'hui il y a vraiment une soif aussi à nourrir notre communauté d'images, à essayer d'inventer les espaces, les plateformes pour que nos récits puissent se partager. Je crois que c'est quelque chose de vraiment essentiel. Alors oui, en plus de ton livre qui a été édité par une maison d'édition tout de même conséquente et qui a donc joui d'une diffusion assez large, est-ce qu'il y a des livres, des récits, des œuvres d'art, des musiques que tu as pu rencontrer dans ta vie avant ta transition, pendant, et qui t'ont particulièrement guidé ou aidé à faire le lien entre l'avant et l'après-transition? Bah, comme je disais un petit peu précédemment, ou comme je l'évoquais, il y a très peu de choses et qui sont d'autant plus précieuses qu'elles sont là. Moi, ce qui m'a nourri au début de ma transition, c'est des vidéos sur YouTube postées par les uns les unes les autres. C'est des petits textes, c'est des choses très éparses. Euh, c'est des choses véhiculées par les associations, des petites brochures. Voilà, c'est tout ce que cette communauté peut rassembler dans ses difficultés, a le temps de rassembler, en plus de s'occuper de l'essentiel, et qu'elle peut rassembler et faire circuler. Et c'est à la fois très peu et beaucoup. Et voilà, après, oui, dans le temps, il y a eu quelques récits fondamentaux. Il y a la découverte de Preciado, il y a la découverte de Feinberg, voilà, et puis les récits, enfin les récits, les écrits plus théoriques sur le genre. Bon, euh, mais c'est peu, voilà, c'est peu et je rêve, voilà, qu'il y en ait d'autres, qu'il y en ait plus. Euh, j'ai soif de ça, j'ai soif de ces récits, j'ai soif des petits textes qui circulent dans nos festivals, j'ai soif de ces discussions entre nous, des petites revues qui se montent, voilà, des espaces radiophoniques qui se mettent en place doucement. Voilà, et c'est à la fois des toutes petites choses et c'est vraiment essentiel. Donc je pense que mon livre il s'inscrivait dans cette envie-là, évidemment, comme je disais, dans cette envie à la fois de reverser à la communauté quelque chose de ce qu'elle m'avait donné. Euh, et je sais que voilà, il a fait son petit travail de livre depuis un an, qu'il a eu de l'écho ici et là, individuellement, politiquement, et à chaque témoignage de ça, je suis extrêmement touchée et extrêmement émue d'avoir pu, voilà, à ma manière, contribuer à, à ce besoin-là, à cette nécessité qu'il y a bah, à se raconter nos histoires de vie. Euh, donc j'espère qu'il va continuer et que d'autres arrivent. Voilà. Mais il n'y a pas beaucoup d'espaces éditoriaux pour ce genre de récit. Voilà. Donc c'est comment aussi on parvient à inventer nos espaces propres de diffusion. Et voilà, c'est une des questions du moment. Merci beaucoup Adèle d'avoir accepté de participer au Monde d'après, donc notre édition virtuelle, utopique du Salon du Livre de cette année. Je suis vraiment ravi d'avoir partagé ce moment avec toi et d'avoir échangé à quelques reprises, que ce soit par téléphone, par mail ou par dictaphone interposé. Donc je rappelle que ton livre s'appelle On n'a que de vie, journal d'un transboy, donc publié aux éditions Cambourakis. En plus de cette interview, tu as participé au Monde d'après
en nous envoyant un texte que tu as écrit pour l'occasion qui s'appelle Envers les lisières. Donc vous pouvez le retrouver sur le site du Monde d'après. Bah, merci beaucoup Alex pour ce moment de partage, de réflexion. C'est toujours un plaisir pour moi de revenir sur ce livre, sur ce travail, parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que je retraverse ces questions de façon différente, que ça me permet de me mettre à jour quelque part sur mes propres... voilà, sur mes propres réflexions politiques, artistiques et personnelles. Euh, donc merci à toi et puis à toute l'équipe de Colère du Présent pour votre invitation pour cet événement du 1er mai.